Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, déguerpissement à Kapororaï équipé de 1410 élèves de ces zones déguerpies ont été contraints d'abandonner l'école. 88 autres personnes ont besoin d'urgence de nourriture. C'est le bilan provisoire donné jeudi par le collectif des déguerpis de Kapororaï et de Kipé2. Le collectif appelle également à une journée sans activité le lundi 1er avril sur toute l'étendue du territoire national. Les Algériens étaient dans la rue vendredi pour la 6e semaine consécutive. Il semble rejeter la proposition du chef d'état-major d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. « 1410 élèves de Kapororaï et de Kipé2 ont été obligés d'abandonner l'école. 88 autres personnes ont besoin d'urgence de nourriture. C'est le bilan provisoire donné par le collectif des déguerpis de Kapororaï et de Kipé2. C'était ce jeudi au cours d'une conférence de presse animée à l'école Balouta Diallo. Dans cette école, les classes sont devenues des dortoirs pour les familles. Seules les salles de 10e et de CM2 accueillent le peu d'élèves qui parviennent à effectuer le déplacement. Alseni Bari, Ibrahim Souri Kamara. Kapororaï, au milieu de ce champ de ruines, une école. Les classes de CM1, 7e et 8e devenues des chambres à coucher pour ces familles. Seule la 10e résiste encore. Nous trouvons les élèves en plein cours de chimie. Les enfants sont motivés et même ils voient que vraiment le cours est maintenant presque fini. Donc chaque fois on les conseille ici pour prendre juste le courage pour qu'on finisse maintenant les cours dans bonnes conditions. Parce que le brevet reste maintenant peut-être juste maintenant 2 mois pour maintenant commencer le brevet. Les enseignants sont aussi rares que les élèves. Tous désormais obligés d'aller à des dizaines de kilomètres. Dans cette école, pour le moment, juste des élèves des classes d'examen essayent de faire le déplacement. Les cours se déroulent un peu bien parce que les professeurs ne viennent pas. Nous sommes dans une salle d'examen. Ce jeudi soir, le collectif des déguerpis de Kapororaï a dressé un bilan provisoire. 1077 concessions impactées. 14 674 personnes mises dehors qui dorment à la Belle Étoile. Donc, nous avons 88 personnes qui ont des besoins nécessaires et réels de nourriture. Nous avons 1410 élèves qui ont abandonné l'école, qui sont dispersés pêle-mêle. Le lundi 1er avril, ils organisent sur toute l'étendue du territoire national une collecte de fonds pour soulager ces victimes qui dorment à la Belle Étoile et qui souffrent de maladies. C'est pour aider les gens qui sont là, qui sont diminués et qui n'ont rien, qui n'ont plus où aller se coucher, ou manger même, qui ne peuvent même plus se soigner. Ce déguerpissement transcende les clivages politiques et ethniques. L'un des contigui de la Basse-Côte sollicite un engagement civique de tous les Guinéens. Je demande encore une fois que tous les hommes de bonne volonté, qu'ils soient guinéens ou pas, mais habitant en Guinée et principalement à Conakry, qu'ils apportent leur contribution pour ces familles endeuillées avant ce jour-là. Le syndicat de la presse privée guinéenne s'insurge contre la détention de Lansana Camara et de Kala Conté, l'un en détention provisoire et l'autre condamné au paiement de 4 millions de francs guinéens. Le mardi prochain, une marche est annoncée pour dénoncer la détention de notre confrère Abdourahmane Ba et Aliouba. La presse guinéenne est-elle en danger? Les journalistes n'ont-ils pas le droit de regard sur la gestion de la chose publique? Autant de questions sans pour autant en avoir une réponse nette. Le moindre article sur la gestion des ministres pourrait vous valoir des explications devant un tribunal. Et cela, le syndicat de la presse privée ne le conçoit pas. La loi est claire. Aucun journaliste dans l'exercice de ses fonctions ne doit croupir en prison. Aucun journaliste pour diffamation ou quoi ne peut se retrouver en prison. Ça, c'est écrit. Vous le savez très bien qu'à chaque rencontre, le président de la République, Alpha Condé, aime souvent interpeller les médias
d'aller faire des investigations. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays, à chaque fois que vous menez des investigations et que ça touche un ministre, bien vous vous retrouvez en prison. Le cas de Lansana Camara est illustratif. Il est actuellement en détention provisoire pour avoir écrit un article sur un prétendu détournement de fonds au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le syndicat ne va pas rester muet. Il dispose de moyens de pression et compte bien les utiliser. Nous condamnons l'arrestation illégale de notre confrère. Nous condamnons de façon très ferme et c'est pourquoi nous avons proposé une marche de colère que nous allons faire à Kaloum. Cette démarche n'est pas évidente car les manifestations de quelque nature que ce soit sont interdites. Mais pour la liberté de la presse, plusieurs recours sont à envisager. Nous avons d'autres actions vigoureuses. J'ai déjà parlé le cas des journées sans presse et nous allons poursuivre ce combat jusqu'au bout parce qu'il n'en est pas question. Les acquis que nous avons eus dans le cadre de la liberté de la presse, que des gens viennent comme ça saper ça, que des gens viennent piétiner ces acquis, les acteurs de presse ne l'accepteront pas. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Les cas de viol prennent une allure inquiétante à Conakry. Deux filles respectivement âgées de 7 et 13 ans viennent d'être violées par des adultes. La jeune fille de 7 ans a été violée par un homme de 34 ans marié et celle de 13 ans par un jeune à l'aéroport. Les présumés violeurs ont été présentés à la presse ce jeudi avant d'être déférés à la maison centrale. Mariam Fodé Camara, Aboubakar Din Camara, reportage. Les présumés violeurs ont été mis aux arrêts suite à une plainte apportée par les parents des victimes. Le premier cas de viol a été commis sur une fille de 13 ans par un jeune de 21 ans, vitrier de son état. Il aurait pris la fille à l'aéroport pour l'amener chez lui pour ensuite commettre sa sale besogne. Le second viol s'est produit sur une fille de 7 ans par un agent de sécurité âgé de 34 ans. L'acte s'est passé dans la commune de Matam. Les tests à la médecine légale confirment les différents cas de viol. Contrairement au premier accusé, le second présumé violeur nie en bloc les faits. Nous avons référé la petite à la médecine légale, comme c'est notre point clé. Et au jour d'aujourd'hui, la petite a un ITT de 15 jours. Deuxième cas, c'est sur une petite de 7 ans. L'un qui a reconnu avoir pris la petite à l'aéroport de Bessia pour l'amener chez lui. Le second nie à bloc. Ces deux cas de viol viennent augmenter la liste des victimes du phénomène. Selon les statistiques de 2018 fournies par le POGEM, 119 cas ont été traités. Les agents de la direction se disent déterminés à aller jusqu'au bout pour mettre fin aux multiples cas de viol. En notre qualité d'officier de police, nous nous limitons à notre mission. Et pour cela, nous sommes prêts à le faire. Ça vaut le prix que ça va valoir, mais nous allons le faire. En matière de viol, c'est tolérance zéro. Puisque l'action publique est déjà déclenchée, nous irons jusqu'au bout. Les présumés violeurs ont été déférés ce jeudi à la maison centrale où ils devront attendre pour être situés sur leur sort. Le programme est bouclé pour la 11e édition des 72 heures du livre. L'événement littéraire est attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Le comité d'organisation a, au cours de sa rencontre d'information ce jeudi, décliné les activités de ce grand rendez-vous du livre. Des explications de Mohamed Damarou Camara et Aboubakar Din Camara. Dernier réglage pour la 11e édition des 72 heures du livre. C'est un programme alléchant qui a été décliné lors de cette réunion du comité d'organisation et Conakry est toute Paris à recevoir le monde littéraire, du moins ce qu'affirme le commissaire général de l'événement. Nous allons effectivement amorcer le premier marché international du livre africain. Nous allons restituer les études de faisabilité des rencontres internationales du livre d'Afrique de Conakry avec la francophonie. Donc nous sommes assez satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui autour des préparatifs. Nous espérons que nous aurons de l'accompagnement et au niveau du gouvernement et au niveau des institutions, mais aussi des acteurs privés pour que la Guinée puisse réussir sa 11e édition. Lancées il y a 11 ans, les 72 heures du livre sont devenues un rendez-vous littéraire incontournable. Elles sont l'occasion de promouvoir le livre et d'encourager à la lecture. Comme les précédentes villes invitées, Farana, désignée pour cette 11e édition, bénéficiera d'une attention bien particulière. Nous avons signé une convention avec une ONG sérieuse qui va nous permettre désormais de construire des bibliothèques et à Conakry et à l'intérieur du pays. Et nous sommes en train de nous battre
pour permettre vraiment à la ville de Farana, qui est la ville invitée d'honneur cette année, d'avoir un ouvrage exceptionnel à l'image de ce qui a été fait à Kankan. Avec l'accompagnement du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, tous les professionnels du livre et des images, pour rester dans l'esprit du thème, sont associés à l'événement. Ils l'attendent avec beaucoup de fureur. C'est un événement très heureux pour moi. Déjà, dans mon concept d'enseignant, je me dis que le livre, c'est la source de toutes les connaissances. Alors qu'on vienne faire découvrir la beauté de la lecture aux apprenants est une chose merveilleuse que nous attendons avec beaucoup d'impatience. 3 jours pour d'intenses activités littéraires. Notez bien les dates, les 23, 24 et 25 avril prochains. Direction la région forestière pour parler de la forêt de Déré à la frontière avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Après les menaces, les autorités de ces deux pays ont décidé de passer aux actions. Les premiers déguerpissements des occupants de cette réserve mondiale ont débuté cette semaine. Campements, plantations et autres investissements ont été détruits par une unité mixte composée d'agents guinéens et ivoiriens. Ces autorités entendent récupérer les 8 920 hectares de domaines BRAD à des individus. Alexis Collier, notre reporter d'Espace Forêt, a suivi cette opération de déguerpissement. On suit son reportage. La forêt de Déré, dans la sous-préfecture de Zoa-Lola. Elle couvre une superficie de 8 920 hectares et est classée par l'UNESCO comme l'une des réserves en péril et pour plusieurs raisons. Ici, c'était une forêt dense, très dense. Quand moi, je découvrais ici dans les années 85-86, c'était pas la peine. La canopée, c'était pas, on ne pouvait pas croire qu'aujourd'hui on peut voir ça ici. Les occupants en majorité ivoiriens et burkinabés sont sommés de quitter les lieux. Mais quand le problème était arrivé, nous de quitter, comme mes parents ne sont pas là, et ma femme et mon petit ne sont pas là, moi seul, c'est à cause de ça, je suis là ramasser nos manger. Si vous dites de quitter, ce n'est pas à la force. Vous les deux pays, si vous voyez, on rentre. Si ce n'est pas pour nous. Une opération de délocalisation est en cours depuis quelques jours dans cette forêt. L'opération est menée par une équipe de gardes forestiers guinéens et ivoiriens. Ce que nous recherchons, c'est que la réserve Monemba soit sortie du site du patrimoine mondial en péril. Donc quand on veut un tel objectif, on ne peut pas admettre que de part et d'autre, il y ait encore peut-être des habitats ou bien des plantations à l'intérieur d'une réserve. Une campagne d'information avait précédé cette délocalisation. Elle fait suite à un atelier demandant à chaque pays de prendre des dispositions humanitaires pour l'opération. Pour nous permettre de remettre cette forêt-là, cette réserve, sur la liste correcte des réserves de biosphère et du patrimoine mondial, il fallait prendre des dispositions pour que les ressources biologiques qui ont poussé l'humanité à classer cette réserve reviennent. Et pour ce faire, il faut enlever les occupants illégaux de cette forêt, à part la sensibilisation, la persuasion, en leur faisant comprendre l'importance de cette forêt, de cette réserve. Progressivement, les occupants se retirent de cette aire protégée. Les braconniers et leurs adeptes ont aussi quitté. Une équipe de PA est annoncée sur les lieux pour empêcher d'éventuels retours dans cette forêt. Sur le continent, les Algériens dans la rue pour la 6e semaine consécutive, une foule énorme réclame à Alger le départ du système au pouvoir quelques jours après la proposition du chef d'état-major de l'armée d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir. Suivez.
واحد منايا وحنا رانا كاع الشعب هنا الجزائري راه موحد ومظاهرات سلميه اللي راه يقوم بها يحوس على هذه العصابه السراقين هذو ماناش نحوسوهم يقعدوا نحوسوهم يروحوا واذا ماوش حابين يروحوا نحاسبوهم يتحاسبوا كيما راهم حدد سر. En interactualité, les musiciens se préparent pour la cacophonie au Royaume-Uni. La saga du Brexit continue crescendo et l'inquiétude gagne jusqu'aux musiciens classiques. Ils craignent qu'une sortie sans accord de l'Union européenne ne menace leur travail en Europe ou n'empêche l'émergence de nouveaux talents. Suivez. En répétition à l'église Sainte-Anne and Sainte-Agnès dans la City de Londres, Alia Cornish redoute un Brexit discordant. Cette altiste joue en freelance avec différents groupes à travers l'Europe. Mais si les musiciens britanniques n'ont plus de passeport de l'UE, elle pourrait se retrouver désavantagée. Elle estime d'ailleurs qu'être une citoyenne européenne lui a donné des opportunités de carrière inespérées. J'étais membre de l'orchestre baroque de l'Union européenne, ce qui m'a permis non seulement de découvrir des pays, de jouer des musiques que je ne connaissais pas, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon. Et ça m'a permis de savoir que je voulais faire ça pour le reste de ma vie. C'était une opportunité que je n'aurais jamais eue au Royaume-Uni. L'orchestre baroque de l'Union européenne avec lequel elle a joué a quitté le Royaume-Uni pour Anvers, en Belgique, après le référendum sur le Brexit de 2016. Sa crainte, que Londres ne mette fin à la liberté de mouvement des citoyens. C'est aussi une préoccupation pour l'orchestre Aurora qui se produit régulièrement dans toute l'Europe. Selon les concerts, environ un tiers des musiciens sont des citoyens européens non britanniques. Actuellement, c'est incroyablement facile de prendre un Eurostar et d'aller à Paris, Bruxelles ou Amsterdam pour faire un concert ou deux et revenir directement. Tout ce qui pourrait compliquer les déplacements de ces musiciens ou le travail des freelances au Royaume-Uni nous préoccupe énormément. Les musiciens pourraient également avoir besoin de visas et de nouveaux documents fiscaux. Leurs instruments devraient passer par des contrôles douaniers. Le Brexit a déjà eu des conséquences pour l'orchestre qui se produit en concert à Bruxelles le 29 mars, date initialement prévue pour le divorce avant qu'il ne soit repoussé. Nos assureurs ont explicitement exclu le Brexit de notre couverture en tant que risque à court terme et c'est quelque chose que nous avons dû assumer nous-mêmes comme un risque auto-assuré, ce qui pour un petit orchestre comme le nôtre est quelque chose de légèrement terrifiant. Au-delà des barrières de la langue, la musique rassemble les Européens de façon unique. Elle est aussi censée adoucir les mœurs. Ces artistes espèrent donc que, quelle que soit l'issue du Brexit, ils pourront continuer à jouer en parfaite harmonie. Et c'est sur cet élément de reportage qu'on se dit au revoir. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Très bon week-end à tous en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète.